suis en plein En plus, je suis freestyle. sûre que ça a duré trop longtemps avec toi. Non, non, Bah, ton histoire rocambolesque. non, non. J'ai fait de la prison. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. Mais c'est aussi le lieu pour se questionner sur certaines pratiques de mon domaine de prédilection, le marketing digital. Moi, je suis prête. Et toi? Let's go! Bonjour Ander. Bonjour Jade. Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Merci. Déjà, merci je voulais te remercier d'accepter ma proposition, d'être parmi les premiers invités sur le podcast. Et du coup, pour contextualiser, on s'est rencontrés lors d'une formation. Alors, je suis obligée de dire la vérité aux gens parce que... Oui, non, vas-y. je suis Ne obligée... mens surtout pas. Je suis obligée de dire qu'il y a 5 minutes, je me rappelais plus Voilà. de comment on s'était rencontrés et que j'ai quand même dit à ma décharge que c'était comme si tu étais toujours là. Ouais. Donc, et ça, c'est plutôt flatteur, je trouve. Donc, voilà. Ça veut dire que j'ai toujours été dans ton environnement. Voilà, exactement. Ou tu t'es bien intégré en tout cas. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a suivi une formation sales Exactement. de Growthmaker. Exactement. Ouais. Et du coup, à la suite de cette formation, on est rentré en contact parce qu'il y avait sûrement des synergies à faire niveau business, côté inbound et côté sales. Exactement. Je t'ai contacté. Oui. J'ai vu ton profil. Je crois que tu avais posé une ou deux questions. J'ai trouvé ça pertinent. Je suis parti regarder ton profil. Je me suis dit, c'est sympa ce qu'elle fait et tout. Et puis, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Et puis, voilà. Et puis, on en est là. Voilà. Traquenard. Et depuis... Traquenard, carrément. Bah oui, tout était orchestré, en fait, pour que tu sois sur mon podcast. Ah, voilà. Depuis le début, c'était prévu. Donc, oui, du coup, là, on a avancé ensemble sur des propositions communes. On a fait un webinar ensemble. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les clients à la fois sur la partie inbound marketing c'est ça. Et sales, main dans la main, genre marketing et sales sont amis maintenant. Exactement, c'est ça. C'est fini la guerre. C'est le but de notre rencontre, en fait. On va changer le monde. C'est ça. Les marketeurs et les sales vont maintenant se parler. Du coup, pour commencer, je voulais que tu puisses te présenter ton activité. Ouais. Ce que tu fais aujourd'hui et du coup le nom de ta boîte et tout, donc je te laisse te présenter. Ok, alors moi c'est Ander Orsa, j'ai 2 prénoms, choisissez celui qui vous arrange, il y en a c'est Orsa, il y en a d'autres c'est Ander. Donc moi c'est Ander, vous avez compris. Bah voilà, ça me permet d'avoir 2 identités. Donc Ander Orsa, je suis le fondateur de SBDR Team. Alors, SBDR Team, qu'est-ce que c'est ? En gros, j'accompagne des startups qui ont des besoins, soit qui n'ont pas de ressources, soit qui n'ont pas d'expertise en sales, et donc qui ont des besoins sur de la prospection, sur de la qualification, sur de l'acquisition. Voilà. Grosso modo, je fais de l'externalisation commerciale, voilà, tout simplement. Ok. Et tu accompagnes quel type de boîte en général ? Alors, principalement des startups tech, principalement. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que la première boîte que j'ai accompagnée, c'était une startup tech, qui en a parlé à une deuxième. Et comme c'est un petit écosystème au final et que tout le monde se connaît, voilà, je me retrouve avec un portefeuille de clients qui est composé aujourd'hui à 99% de startups qui sont dans la tech. Mais j'ai aussi quelques boîtes qui font du service, etc. Ok. Et du coup, l'idée du podcast, en fait, c'est de comprendre comment t'en es arrivé là, comment t'es arrivé à être, du coup, entrepreneur, comment tu t'es arrivé sur ce métier-là particulièrement, pour comprendre un peu vers où tu vas et ce qui t'a motivé. Et est-ce que tu peux nous raconter, du coup, tes débuts dans l'entrepreneuriat ? Comment ça arrivé le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, mes débuts dans l'entrepreneuriat, c'était pas vraiment voulu de base. En fait, l'histoire, c'est que j'étais je crois en 4e ou 5e année d'école de commerce. Donc, j'étais sur la fin de mes études. Et dans l'école dans laquelle j'étais, il fallait faire un stage
pour pouvoir valider son année scolaire, en fait. Donc, il fallait faire un stage et ensuite faire un rapport de stage, etc., en disant, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça en entreprise. Sauf que moi, je galérais à trouver un stage, mais vraiment, j'ai retourné la terre, je trouvais pas de stage. Et donc, du coup, je suis parti voir les responsables de l'école et j'ai demandé je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je trouve pas de stage. Si je crée mon entreprise, est-ce que ça marche? Ils m'ont dit, bah, écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, j'ai créé ma première boîte comme ça, justement parce que bah, je trouvais pas de stage et qu'il fallait bien que je valide mon année. Donc, je me suis lancé. En tout cas, ça a été ma première expérience, on va dire, réelle en tant qu'entrepreneur. D'accord, donc c'était aussi ta première expérience professionnelle. Avant ça, j'ai eu d'autres expériences, mais bon, je sais pas si tout ce qui est taf étudiant, je sais pas si tu mets ça dans dans une case expérience professionnelle. Parce que là, c'était une école... Une école de commerce. Une école de commerce, Ouais. d'accord, ok. Qui n'est pas HEC, je précise. Tu n'es pas un ressortissant HEC? Ah non, bah ça existe. Des mecs qui créent des boîtes et qui sortent pas d'HEC, ça existe. Ah bah ouais, voilà, j'en suis la preuve vivante. Je pense que ça va être la majorité des invités sur ce podcast, du coup. Ah. C'est un peu l'idée. Donc en fait, c'est la force des choses qui t'a poussé à dire, ben, vu que là, je trouve pas d'opportunité salariée, bah, je vais créer mon propre job, quoi. Exactement. Exactement, okay. C'est ça. Et c'était quoi comme boîte, du coup? Alors, sans aucune vantardise, j'étais précurseur. C'était un peu Uber avant l'heure. En gros, je proposais un service de chauffeur, hein, voilà, un service de chauffeur pour des diplomates, pour des personnes qui avaient besoin tout simplement d'avoir une voiture et un chauffeur qui les emmène d'un point A à un point B, tout simplement. À l'époque, ça s'appelait la grande remise, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était le métier qui était associé à ça, à cette activité-là. Donc voilà, mon activité consistait à aller chercher des gens à l'aéroport et à les emmener chez eux, à l'hôtel, peu importe. Voilà, D'accord, ok. Un peu comme Uber, sauf qu'il n'y avait pas l'application, il n'y avait pas tout ça en fait. Ouais. Je recevais un SMS avec... ça fait bizarre, hein, on dirait le transporteur. Avec les infos avec les infos en me disant oui, besoin d'une voiture, besoin d'un chauffeur de tel point à tel point, et puis voilà, tout simplement. Ok. Et t'étais tout seul dans cette boîte? Au tout début, oui. À la fin, on était 3. Parce qu'au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de demandes, sauf que je ne pouvais pas conduire partout, être partout. Donc du coup, j'ai pris 2 personnes qui travaillaient avec moi, donc qui m'aidaient en fait sur cette mission-là, quoi. D'accord. Mais du coup, cette idée de transporter tu vois, des gens d'un point A à un point B, ça t'est venu pendant tes études? C'était déjà quelque chose auquel tu pensais en fait? Oui, je l'avais un peu en tête. En fait, avant ça, avant que je commence vraiment à me lancer dedans, j'allais en Allemagne, j'achetais des voitures en Allemagne et je venais les revendre en France. Donc, j'avais déjà un pied, on va dire, dans une activité automobile. Bon, c'était à côté de mes études. Je faisais ça, ça me permettait d'arrondir les fins de mois, etc. Et en faisant ça, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit tu devrais te lancer dans ce créneau-là, ça marche bien, etc. Et puis voilà, par la force des choses, finalement, j'y suis arrivé. Ça, c'était en quelle année? Oula, tu vas me faire vieillir là. C'est non, parce que t'as dit avant Uber, alors du coup. C'est pas sympa ce que tu me fais là. Alors, j'ai 25 ans. Non, c'était en... Oh là là. Ah, c'était long. C'était il y a au moins plus de 10 ans, parce que j'en ai 35 aujourd'hui. Et quand j'ai lancé ça, j'avais 21 ans. D'accord, ok. Donc, j'étais 20, 21, 22. J'étais dans ces zones-là, quoi. Ok. Et du coup, tu as fait ça pendant combien de temps? Alors, je l'ai fait pendant 1 an. Puis, ça a duré 1 an, à peu près. Ah, ok. Ça a duré 1 an. Sauf que j'imagine tu vas me demander pourquoi j'ai arrêté. Ouais, c'est ça. C'est la faute à Uber. Non, pas du tout. En fait, en toute franchise, en fait, j'étais trop jeune, je pense.
J'étais trop jeune pour ça. J'avais pas les épaules, j'avais pas assez de recul, pas de maturité en fait pour me lancer dans ce type de business. Donc en fait, au niveau de la gestion, c'était chaotique, quoi. Voilà, c'est comme un jeune de 21 ans qui se retrouve avec 3 berlines, avec un chiffre d'affaires qui, pour mon âge, n'était pas négligeable. Ouais. Donc très vite, on perd un peu les pédales, quoi. Ah, Donc, c'était monté un peu à la tête. un peu, ouais, un peu. Tu sortais les costards, t'allais au resto, tu sortais les liasses de billets. Ouais, je me suis pris pour Al Pacino à un moment, mais bon. un peu, ça m'est monté à la tête. Bon, voilà, j'ai pas su, j'avais pas la maturité qu'il fallait, c'était trop tôt. Mais c'était ultra formateur, donc du coup, bonne expérience. Ouais, ça t'a permis de toucher directement le milieu de l'entrepreneuriat et du coup, exactement. Ça t'a pas dégoûté. En fait, le fait que ça se passe pas forcément bien et que t'aies pas réussi à pérenniser le truc, ça t'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat? Non, pas du tout, bien au contraire. Je me suis dit que dès que je pouvais, en tout cas dès que l'occasion allait se présenter à moi, j'allais refoncer, repartir dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc je me suis dit, bon, mon père me dit souvent, c'est reculer pour mieux sauter. Bon, bah voilà, je me suis dit, bah tu recules, et puis bah on verra bien ce que l'avenir nous réserve, quoi. Ok. Et du coup, quand t'as arrêté, tu t'es lancé sur quoi? Alors, j'ai eu un parcours un peu atypique, ouais, mais vraiment très atypique. C'est que quand j'ai arrêté, je me suis dit, bon, bah, je vais aller chercher un taf classique, comme tout le monde. Sauf que j'ai eu, pendant un an, bah, j'ai fait mon entreprise, j'étais dans mon business. Et donc, sur mon CV, il y avait écrit, bon, bah... gérant d'une boîte, etc. pendant un an. Et quand j'ai commencé à chercher des jobs, j'ai eu pas mal de refus parce que les gens ne comprenaient pas qu'un mec qui vient d'avoir son diplôme, voilà, tout de suite se retrouve entre guillemets à gérer une entreprise, quoi. Donc, c'est fou ça, parce qu'à l'époque, du coup, c'était vu comme ça. Mais là, on voit très bien que ça a trop la hype d'entreprendre. Ouais. Et du coup, quand tu vois quelqu'un qui a entrepris une entreprise, enfin qui a créé une entreprise et qui a arrêté, tout de suite on va dire ah ouais, non mais lui il est volontaire, exactement, ouais. il est indépendant, c'est des bonnes qualités qu'on vient dans l'entreprise. C'est plus vu de la même manière, en fait. C'est la manière dont on perçoit aujourd'hui un entrepreneur, une personne qui a essayé, qui a créé une entreprise, que ça ait marché ou pas. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Comme tu le dis, aujourd'hui, un entrepreneur qui s'est lancé, ça n'a pas marché, il a une valeur énorme sur le marché parce qu'on se dit, ce mec, il a essayé, il a cet esprit-là, c'est un mec qui n'aura pas peur des challenges, etc. Bon, ça crée quand même pas mal de... En tout cas, ça permet de travailler sur pas mal de qualités. Oui. Sauf que à l'époque, voilà, c'était vu un peu bizarre. Voilà, c'était vu un peu bizarre. Surtout en France, en fait. Je pense qu'aux États-Unis, c'était peut-être plus avancé. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Si vous m'écoutez, les Américains, moi, je vous aime beaucoup. Non, mais oui, c'est vrai, c'est très français. Je pense que c'est très français on met les gens dans des cases, en fait. Il faut être dans une case, venir comme ça, sortir un peu de nulle part et dire ouais, coucou, c'est moi, j'ai monté mon entreprise. On dit bon, t'es bien sympa, etc. Mais non. Donc voilà, moi je me suis retrouvé dans cette situation-là et dans une autre situation qui était plus de l'ordre administrative, c'est que je suis pas français, je pense que je te l'ai dit, je suis congolais de Brazzaville, je précise, il y a 2 Congos, s'il vous plaît, ne confondez pas. Brazzaville, voilà. On sent la douleur. Oui, non, mais parce que je tenais à le dire. Et donc, du coup, j'étais étudiant, donc je suis arrivé en France en 4e, 3e, avec un visa étudiant. Donc, tant que je faisais mes études, j'ai envie de dire, j'avais ma carte de séjour étudiante. Sauf que quand j'ai terminé mon année scolaire et que j'ai commencé à faire cette bascule vers l'entrepreneuriat, etc., j'étais plus étudiant.
Et il fallait que je change de statut, en fait. Et donc, une des conditions à l'époque, en tout cas, une des portes de sortie qui permettait de changer de statut, c'était soit être salarié, soit avoir une autre situation qui justifiait le fait que je ne suis plus étudiant, je passe à autre chose. Okay. Et donc, moi, je me suis retrouvé en fait dans ce cas de figure-là. C'est que quand je faisais mon petit trip entrepreneur, j'ai oublié qu'il y avait une situation administrative qui m'attendait. Bon, ma mère me l'a vite rappelé en me disant « Ouais, c'est bien sympa, mais... Il faudrait aussi que tu commences à chercher un travail, un CDI pour que tu puisses changer ton statut, etc. etc. » Okay. C'est aussi une des raisons qui m'a poussé au-delà du fait que je n'ai pas bien géré, mais c'est une des raisons aussi qui a fait que je suis revenu, en tout cas j'ai cherché à revenir dans le salariat. Ok. Donc je cherche. Je trouve pas, les portes sont fermées, on me dit non, machin, nanana. Mais là, ça doit grave t'énerver en fait, parce que c'est la deuxième fois que genre tu cherches et genre y a personne qui veut toi quoi. Ouais. C'est... De la manière dont tu le dis, c'est un peu bizarre, mais... Non mais... Ouais, mais... Est-ce que tu peux le reformuler? Je me sens seul tout d'un coup là. Mais... mais non, mais genre je fais juste à une réalité, genre... on sent que tu es quelqu'un de volontaire, que tu as cet esprit entrepreneur, etc. Et que du coup, dans ce contexte-là, je sais pas, n'importe quel... Surtout que nous, maintenant, on est chef d'entreprise. Donc du coup, on se dit, quelqu'un qui fait ça, qui a autant d'envie, c'est un élément super intéressant dans une entreprise. Exactement. Et pourtant, tu vas chercher des opportunités et en fait, on te laisse pas ta chance, quoi. Là, c'était un peu la double peine. C'est qu'à la fois, on me disait non parce que pendant un an, j'ai été entrepreneur. Et à la fois, les entreprises ne voulaient pas prendre de risques, entre guillemets, parce que s'ils devaient m'embaucher et que j'avais une carte de séjour étudiante, c'est eux qui devaient faire toute la démarche pour que je change de statut, etc. etc. Bon, bref, le truc... donc, en gros, double peine, quoi. Tu te dis, bon, en fait... j'ai eu un bac+5, j'ai eu un diplôme, j'ai pas trouvé de stage, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et au final ça te revient un peu comme un boomerang sur le visage. Tu te dis qu'est-ce que je fais et là m'est arrivé ce qui arrive à, je pense, pas mal de jeunes à l'époque, de jeunes étudiants étrangers à l'époque. J'ai des amis aussi, beaucoup d'amis qui ont vécu cette situation. C'est qu'à un moment, on se dit, je vais arrêter de chercher un métier ou de chercher un boulot qui corresponde à mes qualifications parce que je ne trouve pas et parce que les mecs n'ont pas tout simplement envie de me donner ma chance. Je vais aller faire autre chose. Et donc là, je me retrouve où ? Je me retrouve maintenant à postuler partout, mais partout. Il me fallait juste un boulot, quoi. Un boulot. Voilà, il me fallait juste un boulot. Pour pouvoir aussi régulariser ma situation, etc. Il me fallait juste un taf. Donc, je me suis retrouvé chez H&M. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub ici, mais écoute, je pense. Trop tard. C'est lâché. J'ai déjà dit. Et donc, je me suis retrouvé à bosser chez H&M pendant un petit moment. Voilà, ça a été une belle expérience. Après, c'est vrai que personnellement... l'ego, on prend un petit coup parce que on se retrouve là et on se dit en fait et tout le monde dit t'as un bac+5 toi, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Tu peux pas toujours tout expliquer parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de toutes ces réalités là. Mais voilà, je suis passé par là, j'ai travaillé là pendant un moment. Ça m'a apporté pas mal de choses. La patience, il faut être patient pour travailler chez H&M. Je pense que c'est un métier que je ne pourrais pas faire. J'ai travaillé à Leroy Merlin. Mais bon, c'est pas le bazar de H&M. Parce que moi, quand tu me dis travailler à H&M, je vois les gens qui mettent le bazar avec les fringues tout le temps. C'est l'horreur. Tu dois refaire et tout. Et après, il y a ce truc de relation clientèle où, même si la personne, elle a un ton particulier, il faut que tu restes toujours... Exactement, c'est ça. C'est vrai que ça apprend la patience, ouais. Ça apprend la patience, ça apprend beaucoup de choses, sincèrement, parce que c'est un métier de contact. Et au final, c'est quelque chose qui m'a servi beaucoup plus tard. Je m'en suis rendu compte des années après qu'au final, ce passage-là, moi qui me plaignais souvent d'avoir un parcours un peu en dents de scie, ou pas traditionnel, pas classique,
Du coup, je me suis dit, bah, en fait, toutes ces expériences-là, que ce soit des expériences professionnelles ou des expériences de vie, au final, elles m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Ouais, ça prend sens en fait quand Exactement. tu vois, Tout prend sens. Il faut être patient, hein, parce que si tu me voyais à l'époque et tu me disais, bon, bah écoute, j'en sais rien, dans 15 ans, dans 10 ans, tu monteras une boîte, etc. Et tout ira bien, je te dirais non. Non. Je ne crois pas, non, je ne crois pas, non, personne veut de moi. Mais je t'ai touché ton petit cœur avec ah ouais, non, mais là, t'as abusé. Là. Mais bon, pardon. On va régler ça après. On réglera ça après tout ça. Ok, après ce podcast, on va régler ça. Mais ouais, voilà, donc du coup, voilà, ça a été une bonne expérience. Ça m'a permis aussi de rencontrer ma femme, la personne avec qui je partage ma vie. On s'est rencontrés là-bas, en fait. D'accord, ok. Et c'est elle, en fait, qui m'a dit tu peux pas rester là. Voilà. Parce que moi, finalement, je commençais à baisser les bras. Je commençais à m'y faire. Je cherchais même à évoluer en tant que manager, tu vois. Ouais, tu t'es résigné. Ouais, je me suis dit, je suis là, tout se passe bien. Écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, peut-être être manager. Oui, j'ai tenté de faire le filou. Je suis parti voir les responsables en leur disant, j'ai un bac plus 5. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse peut-être un stage au bio, comment ça s'appelle dans les bureaux, au service marketing, parce que j'ai fait du marketing. À l'époque, ça voulait tout dire et rien dire. Donc voilà, j'ai essayé, on m'a dit non. On m'a dit peut-être, mais passe d'abord par... faut que tu sois d'abord manager et ensuite directeur. Il y avait tout un process, quel que soit le niveau de diplôme que tu avais, c'était le même process pour tout le monde. Exactement. Et donc, je me suis dit, voilà, je me suis résigné, je me suis dit, je vais le faire. Je suis là, je vais le faire. Et là, je rencontre ma femme et elle me dit, en fait, non. Elle me dit, t'as plein de qualités. Ne mets pas ton ambition de côté à cause de ça, en fait, à cause de ce parcours que tu as eu qui t'a emmené là. Tu peux y arriver, vas-y, pars. Et je lui ai dit, mais je pars comment? Elle me dit, non, mais tu démissionnes. Je dis, ouais, mais si je démissionne, comment je paye mes factures? Et elle m'a dit, si tu continues à te dire que comment tu vas faire, comment tu vas payer tes factures, comment, tu partiras jamais. Elle m'a dit, pars et tu verras bien ce qui va se passer. Donc, du coup, j'ai démissionné comme ça. Je suis arrivé du jour au lendemain, j'ai dit, j'arrête. Comme les Américains, I quit. Sauf que j'avais pas le carton avec toutes mes affaires. J'avais juste un badge à rendre. Ah, mais ça, je tiens à souligner que c'est notre petit pouvoir à nous quand même, aux femmes, de détecter, d'essayer de vous révéler en fait. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, non, mais trop bien que du coup, elle ait pu voir en toi et que toi, t'aies pu lui faire confiance sur ça et qu'au final, je pense que tu regrettes pas parce que du coup, derrière, il y a eu plein de belles choses qui se sont passées. Donc... C'est ça, exactement. Exactement. Donc, voilà, je démissionne, j'arrête. Je me dis, allez, on est reparti. Je me remets à chercher du boulot. Et là, il y a une boîte qui m'ouvre la porte. C'était Cdiscount à l'époque. D'accord. Et en fait, l'entretien se passe super bien. J'accroche bien avec le mec. Il me dit, t'as un truc, je sens que tu l'as, ce truc. Je sais pas c'est quoi, je le cherche toujours. Il me dit, je sens que tu l'as, ce truc. Et du coup, il me prend dans son équipe. Et me voilà dans mon premier vrai métier, on va dire, en tant que salarié chez Cdiscount, commercial. Ok, en lien direct avec tes études, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait un master en marketing. En fait, c'était un peu la filière facile quand tu savais que tu étais nul en maths et que tu n'étais pas forcément... Pourquoi tu nous enlèves tout ce crédit là en 2 secondes? C'est la réalité. Ça voulait tout dire, mais ça voulait rien dire. Tu vois. On te disait, ouais, tu vas faire du marketing. Ouais, aujourd'hui, c'est marketing digital. Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les écoles, elles ne forment pas des métiers. C'est ce que je trouve dommage. Tu vois. C'est qu'on ne te forme pas un métier. Forme-moi à quelque chose. Je vais être social media manager. Je vais être, j'en sais rien, DRH.
mais forme-moi un métier. Il faut que les gens, en sortant d'école, ils se disent, OK, c'est ça que je vais faire. Mais moi, je suis sorti d'école, on me dit, bah, t'as du marketing, je cherche dans le marketing. Sauf que le marketing, il y a plusieurs métiers dans le marketing. Ah non, mais c'est clair. Mais je suis totalement d'accord avec toi et je le vois avec les alternants que j'accueille chez Empower. Bah, du coup, ils ont plein d'outils différents. Ils voient un peu tout et rien en profondeur. Et eux-mêmes, du coup, ils savent pas trop vers quoi se diriger, en fait. Parce que, comme tu le dis, c'est pas un métier en soi, c'est plein de techniques où on pourra faire un petit peu de social media, un petit peu de stratégie produit, offre et tout, un petit peu de vente et tout. Mais ça reste très théorique au final. C'est ça. Ouais. Donc je fais du marketing et franchement, non, c'était une filière qui était bouchée à l'époque. Je pense que si tu sortais pas, encore une fois, HEC, l'ESSEC, le top 10, on va dire, si tu sortais pas d'une école qui était dans le top 10 français, bah, c'est mort, quoi. Je veux dire, voilà, tu allais un peu, il y a de fortes chances que tu allais faire autre chose. Et beaucoup de camarades de ma promo, on a fait du marketing, mais il y en a un aujourd'hui, il est financier, il y en a une qui est RH, rien à voir. Donc ceux qui sont réellement restés dans le marketing, je crois il y en a un ou deux, et encore. Donc non, rien à voir du tout avec mes études. D'accord. Donc j'arrive là, on me dit bah écoute, tu vas bosser avec Cdiscount, tu vas faire du porte-à-porte. Donc c'était mon premier métier. Ok. C'était faire du porte-à-porte. En gros, je devais aller voir les commerçants de quartier et leur proposer de venir vendre leurs produits sur la plateforme Cdiscount. Ok. C'était à l'époque où les marchands commençaient à arriver, où Cdiscount ouvrait sa plateforme. À la base, c'était un recrutement où tu allais directement voir les marchands. D'accord. Okay. C'est ça, ouais. J'allais voir les marchands, je leur disais, vous connaissez Cdiscount? Oui, non, etc. Je faisais mon petit pitch. Je leur disais, vous savez, si vous vendez sur la plateforme, vous allez être plus visible, augmenter votre chiffre d'affaires. Bon, voilà, le blabla classique, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, ça a été un de mes premiers jobs sérieux, on va dire, très formateur. Et c'est ce qui a vraiment, j'ai envie de dire, c'est ce qui a donné le fil conducteur de ma carrière, de tout ce qui s'est passé après, en fait. De tout ce qui s'est passé. Parce que, si tu veux, c'était un métier qui était... c'est là où j'ai appris que dans le métier de commercial, il y avait deux branches. Tu avais les chasseurs et tu as les éleveurs. Moi, je suis arrivé là, je ne savais pas. Et encore, pour savoir si on est chasseur ou éleveur, il faut avoir pratiqué le métier pour se dire, OK, ça c'est fait pour moi, ça c'est pas fait pour moi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu définis du coup ces deux catégories? Alors, chasseur, c'est ceux qui, vulgairement, enfoncent des portes. C'est les mecs qui vont t'appeler, qui vont te prospecter en fait. Les chasseurs, c'est les mecs qui vont prospecter, c'est les mecs qui vont à la chasse. Voilà, ils appellent des mecs, c'est eux qui créent du newbies. Et les éleveurs, c'est différent, mais c'est des mecs à qui on va confier des portefeuilles clients. Ah, donc, ok. Voilà, ils auront déjà un portefeuille client et leur travail, ça va être de faire en sorte que ce portefeuille-là dépense plus. Par exemple, on va leur dire, écoute, ce portefeuille, ils ont dépensé 100 000 € l'année dernière. Ton objectif, c'est de faire en sorte que cette année, ils dépensent 200, 300 000. Donc, c'est de leur vendre plus de produits. C'est de vendre plus, voilà, de développer en fait le portefeuille. Donc, c'est deux métiers complètement différents et ça nécessite d'avoir une certaine personnalité. Moi, par exemple, je ne suis pas un éleveur. J'ai essayé zéro, nul. D'accord. Nul de chez nul. Ouais. Mais pour la prospection, pour le coup, j'étais doué. Donc, pour le coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, OK, je vois plus ou moins qui je suis dans ce métier-là, quelles sont mes forces, mes faiblesses. Et voilà comment, petit à petit, je commençais à évoluer dans ce métier-là. Du coup, la personne qui t'a recruté, elle te disait qu'elle voyait en toi quelque chose du coup, qui serait clé dans ce métier de commercial, dont toi-même, tu n'avais pas forcément conscience. Et en fait, c'est quand tu as pratiqué ce métier que tu as trouvé que oui, ça te correspondait. Donc, en fait, qu'il avait eu raison. C'est ça. Et je pense qu'en fait, ce qu'il avait vu, je pense que c'était le chasseur, en fait. Il avait vu le chasseur, il avait vu
le mec qui avait du culot, qui n'avait pas peur, Ok. le mec à qui on peut dire non 10 fois, il va quand même revenir une 11e fois, le relou quoi. Il a vu le relou, voilà, c'est le bon terme. Il a vu le relou en moi Ok. et du coup il m'a dit ouais, toi cette mission, je pense que ça va marcher. Et pour la petite anecdote, c'est une mission, c'était mon premier job, c'était un CDD. On a commencé, on était une vingtaine, Mhm. l'équipe, on a fini à 2. Ah Ouais, oui. toute la majorité se sont barrés, les mecs ils craquaient au fur et à mesure. Bon, Ouais. parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Ouais. Voilà, ils n'avaient pas le bon profil pour être sur ce type Parce de que mission. en fait, tu te prends beaucoup de refus. C'est que ça. Ouais, d'accord. C'est que ça. C'est que des refus. Donc du coup, à un moment, ton ego, faut le mettre un peu à côté. Ah oui, ton ego, faut le mettre de côté. Mais là, justement, je reviens à H&M. Le fait que j'ai fait cette transition où j'avais mon diplôme, j'ai monté ma boîte et que je suis revenu, je suis allé chez H&M, vendeur, même niveau que tout le monde, et que la personne qui me manageait avait peut-être fait moins d'études que moi, ça apprend l'humilité. Voilà. Ça apprend l'humilité, ça apprend à mettre son ego de côté, à se dire ok d'accord, c'est pas grave, bah, voilà. En fait, cette expérience d'H&M m'a énormément servi après. Ok. Donc quand je suis arrivé sur le terrain et que j'avais des mecs qui littéralement m'insultaient, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, en fait, nous, l'information qu'on ne nous donne pas, c'est que nous, on arrive moi, j'étais dans le 15e arrondissement, on arrive, on va voir les commerçants, sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que les mêmes commerçants à qui on demandait de venir vendre sur ces discounts, eux, avaient été victimes, entre guillemets, de ces discounts. Parce que quand ces discounts est arrivé, ils ont perdu énormément de chiffre d'affaires. Ça leur a pris des parts de marché. Donc, ils avaient une dent contre ces discounts. Et ils n'ont jamais pu l'exprimer. Ah oui, du coup, c'était un vrai challenge. Et en plus, ça leur permettait d'avoir en face ces discounts. Ces discounts. De pouvoir se venger. Avec ta petite pancarte. Coucou, c'est moi. Bonjour, c'est ces discounts. Ça tombe bien. On t'attendait. Ah là là. Emmène-moi les couteaux. Ah oui, donc oui, t'as dû donc manger. Donc c'était vraiment, c'était très challengeant parce que justement, fallait faire ce travail auprès des gens, leur dire mais non, on n'est pas vos ennemis, on est là pour travailler avec vous. Maintenant, on peut bosser ensemble, voilà. Mais bon, c'est beaucoup de portes, beaucoup de refus. Mais il y a eu des victoires parce que je suis quand même resté pendant toute cette mission. Et il y a eu de belles victoires et ça compensait en fait tous les non que tu te prenais, quoi. Et du coup, tu développes aussi beaucoup de persévérance en fait dans ce... Ouais. Tu développes de la persévérance, tu développes aussi des stratégies, j'ai envie de dire, des stratégies humaines. Par exemple, il y avait un magasin où chaque fois que j'allais, je me faisais rembarrer. Et vraiment, chaque fois, j'y allais, le mec il me disait non. Parfois, je rentrais même pas. Je le voyais comme ça, de l'autre côté de la vitre. Je faisais coucou et il me disait continue ta route. Allez, dehors. Ce n'est pas de toi. Petite référence à, comment il s'appelle, Nouvelle École, là, j'ai oublié son nom. Bref. Oui, je vois, oui. Tu vois le morceau là. Bon, on oui, dévisse, oui. c'est pas grave. Ouais. Les jeunes comprendront. Allez dehors, ils comprendront. Fraîche la peu fra. Voilà, oui, merci. Fraîche la peu fra, merci oui. Fraîche. Voilà. Donc voilà, le mec il m'a fait un aller dehors. J'étais déjà dehors, donc j'ai dit ok, je continue ma route. Et à un moment, je me suis dit mais c'est pas, faut que je lui parle à ce mec, c'est pas possible. Donc du coup, je suis parti, j'ai essayé de le soudoyer, j'ai acheté des croissants. Donc un jour, je suis venu, pareil, je me présente, il me dit dehors et je monte les croissants. Et là, il a réfléchi. Il dit bon, allez, vas-y, rentre. Et là, non, les croissants ont ce pouvoir. Ah oui, les croissants, tu sais pas, ça m'a débloqué tellement de situations, les croissants, c'est magique. Donc je lui ai emmené les croissants et le matin, et donc là, forcément, je brise la glace. En tant que commercial, c'est la première des choses qu'on nous apprend à faire et qu'on est censé savoir faire, c'est briser la glace avec les gens. Donc je brise la glace et là, il rigole, il dit mais t'es vraiment relou. Hein. Je lâche pas l'affaire. Et finalement, on discute et ça se passe bien et c'est devenu un client. Et voilà, donc comme quoi,
ça apprend la persévérance, mais ça apprend surtout l'art de le fameux la porte elle est fermée, rentre par la cheminée ou rentre par la fenêtre. Voilà, ça t'apprend ça. Pas être un voleur, hein, je précise. Ça t'apprend pas à être un voleur. Que la porte est fermée, rentre par la cheminée. Non, on a compris, on a compris l'image. Okay. Et du coup, ce que je me dis aussi, ce qui est bien, c'est que en fait, tu vas tester plusieurs stratégies, mais tu vas voir les résultats tout de suite. Tu vas pas passer genre du temps, élaborer des stratégies, à peaufiner, machin, à perdre beaucoup de temps et pour que ça fasse un gros flop. Ouais. En fait, là, à un moment, tu dis j'ai testé ça, tu testes, ça marche pas, bam. Donc c'est vraiment aussi ce truc de tu vas pas être dans le concept en fait, de ce que je comprends de ce que tu me racontes. C'est ça. T'es pas dans le truc théorique quoi. C'est la vraie vie. Pas du tout. C'est la vraie vie. C'est la meilleure école pour moi, commercialement parlant. C'est la meilleure école. Je souhaite ça à tous les jeunes qui veulent embrasser ce métier-là, c'est de commencer par la rue, commencer par le porte-à-porte. C'est très dur, mais qu'est-ce qu'on apprend. Moi, ça m'a vraiment formé, ça m'a structuré, ça a fait de moi un meilleur chasseur, quoi. Ça a fait de moi un meilleur chasseur. J'ai développé un instinct, on va dire, de chasse. Et après, bien sûr, la théorie est là pour solidifier les bases. Tu vois, la théorie, elle est là pour structurer, pour t'emmener un peu plus de structure, te dire, quand tu négocies, voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut respecter, etc. etc. Bon, la théorie fait son métier, mais il n'y a rien de mieux que ça, que le terrain. Parce que c'est vrai que quand on voit les formations aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de formations en BizDev, business développement, etc. Et c'est beaucoup de stratégies, d'outils. Alors, je t'amène sur ce terrain parce que je connais un peu ton point de vue là-dessus. Et je trouvais que ça faisait bien le lien, tu vois, entre ce que tu mets en avant et ce qui, pour toi, semble vraiment central dans ce métier. Et sur aujourd'hui, ce qu'on apprend à beaucoup en plus, il y a beaucoup de personnes en reconversion, etc., qui prennent ce métier-là, mais qui, du coup, est très basé sur les outils, les stratégies, des recettes, etc. Ouais. Et qui sont un peu déconnectés de cette réalité même de la vente, en fait. À la base, la vente, c'est quoi ? C'est ce que tu as expérimenté là, d'aller voir les gens, etc. C'est le contact humain. La vente, c'est ça et rien d'autre. C'est une rencontre entre deux humains et c'est un échange. Et voilà, la vente, pour moi, c'est avant tout... avant tout ce qui vient après, les outils, comme tu le dis, etc. C'est pour cela que tu as beaucoup de personnes qui sont très, très forts avec les outils, hein, tout ce qui est growth, etc., qui le font très bien. Mais dès que tu les mets en situation, tu retires les outils et tu dis, bon, bah là, faut que tu ailles pitcher, faut que tu ailles faire ton métier de commercial, terrain, bah là, il n'y a plus rien. Les gens sont perdus, ils paniquent, etc. J'ai eu une petite expérience comme ça où, justement, j'ai une mission, j'ai un client en fait, qui nous a mandaté, en fait, qui est venu nous voir parce qu'il avait besoin de personnes pour l'accompagner sur le terrain. Sur un salon, pardon. Donc, il avait besoin de commerciaux pour être avec lui sur le salon, etc. Donc, le salon, c'est serrer des mains, c'est pitcher, c'est susciter l'intérêt de la personne. On revient à la base. Et quand je demande à mes gars, je demande qui est chaud pour faire ça, personne. Les mecs qui disent, non. Dis non, t'es sympa en der, mais non, c'est relou. Voilà, le mot qui est sorti, c'est relou. Bah oui, parce que ils connaissent pas forcément ça. Ils connaissent pas forcément ça. Et ils ont une certaine timidité envers les gens. Oui. Le problème des outils, c'est que ça renforce, pour moi, les outils aujourd'hui renforcent un peu la timidité des gens. Tu vois, ça met des barrières en quelque sorte. Ça met des barrières, tu vois. T'es tranquille, t'es derrière ton PC, t'envoies tes mails, tu fais tes stratégies growth, etc. Tu parles pas aux gens au final, tu vois, tu parles pas aux gens, tu n'as pas les gens en face, parfois même pas au téléphone, parce que même la prospection téléphonique, il y en a qui ne veulent plus trop le faire. Donc t'es dans un sorte de confort en fait. Et quand tu sors de ce confort-là, quand tu les fais sortir de ce confort-là, les gens ils perdent leurs moyens.
forcément, ils savent pas comment s'y prendre, ils savent pas comment faire, etc. Et c'est là où moi je me dis, heureusement que j'ai fait ça. Bah voilà, oui, ça m'a ça sauvé. donne un atout considérable dans ton métier aujourd'hui. Et j'irais même plus loin, tu vois, sur justement l'importance du contact humain, parce que c'est au centre de la vente, c'est au centre du commerce. Et du coup, dans mon métier, dans le marketing, je le vois aussi, en fait. C'est-à-dire que si tu t'intéresses pas réellement à la personne, si tu vas pas lui demander ce dont elle a besoin, comment tu peux l'aider, du coup tu vas tomber à côté et tu vas être là centré sur ton produit, ton truc dont tu es fier, etc. Et en fait qui sert à personne et qui n'apporte de solution à personne, en fait. Donc vraiment ce contact humain, il faut vraiment que tout le monde l'ait en tête, en fait. Dans le commerce, voilà, c'est l'humain avant tout, quoi. Même dans la vie de tous les jours, quand tu parles des outils, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une discussion avec un ami. Et en fait, c'était quoi le sujet ? C'est qu'il m'avait souhaité joyeux anniversaire sur WhatsApp. Et c'est un très bon ami, hein, c'est un vieil ami. Et moi, je lui dis, en fait, pourquoi tu ne m'appelles pas ? Il me dit, mais je te l'ai souhaité sur WhatsApp. Je dis, ouais, mais c'est WhatsApp. WhatsApp, tout le monde m'envoie des messages sur WhatsApp. Donc, quelle est la différence entre toi, qui est censé être mon ami depuis l'enfance, et une personne lambda qui m'envoie aussi un message sur WhatsApp ? En fait, c'est ça. Les outils créent une distance, une fausse proximité. Pardon. Oui. Ça crée une fausse proximité. On croit être proche des gens, mais on ne l'est pas du tout. On se dit, j'ai envoyé un message sur WhatsApp, c'est bon. Ça va. Non, en fait. Faut appeler, faut parler. Voilà, c'est le contact humain. Les outils aujourd'hui, de plus en plus, nous éloignent du contact humain. Moi, quand je vois les histoires de métaverse, etc., j'ai peur. Je me dis, oulala, où est-ce qu'on est en train d'aller, tu vois ? On va enfermer les gens encore plus dans leur solitude, être eux avec un casque dans un monde virtuel. Mais où est-ce qu'on va, quoi, un monde virtuel, alors que, regarde, dehors, il fait beau. T'as des terrasses, t'as des gens sympas, t'as envie de discuter avec des gens. La richesse, elle se fait là. Tu rencontres des gens comme ça. C'est pas dans le métaverse que tu vas rencontrer. Après, je suis un peu mitigée sur ça, parce que, par exemple, on se serait pas connus. Tu vois, on se serait pas connus. Là, c'est via une formation en ligne. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, dans la vraie vie, ça se trouve, on se serait jamais croisés. Donc après, je suis d'accord qu'il faut pas rester genre bloqué dans le virtuel, genre on se serait jamais vu, etc. Non, il faut qu'on se rencontre, et on l'a fait très rapidement, mais du coup, il y a quand même des possibilités. Moi, mon mari, je l'ai rencontré sur une application de rencontre. On va couper ça. Non, mais on l'assume. On dévie du sujet. Non, mais je veux dire, en fait, ça donne des possibilités, mais après, il ne faut pas s'enfermer bien sûr, dans les outils. Ça donne des possibilités, mais encore une fois, là, tu me dis, on s'est rencontrés justement dans une formation en ligne. Mais si j'avais pas, à mon sens, développé comment dirais-je, ma faculté à aller vers les autres assez facilement, je serais pas venu vers toi. Oui, carrément. Voilà, j'aurais dit, chacun serait resté. Chacun est dans son monde, etc. Mais je suis venu vers toi parce que, voilà, je cherche le contact humain. Je me suis dit, voilà, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, on a des choses à se dire. C'est dans ce sens-là, en fait, que je prône l'humain, le real. Ok. Donc, du coup, reprenons. Parce que là, on a complètement dérivé. Ça part dans tous les sens. Donc, du coup, tu as cette expérience de commercial chez Cdiscount. Chez Cdiscount, ouais, qui se passe. Et c'est un CDD, donc du coup, à un moment, ça prend fin. À un moment, on veut pas de moi. Allez, dehors. Encore une fois. Fresh la Peufra, qu'est-ce qui m'inspire. Il aurait dû créer ce son pour moi à l'époque, tu vois. Non, mais ouais, le CDD se termine. Merci, au revoir. C'était sympa. On a assez de marchands sur la plateforme, on va aller le faire ailleurs. Allez, au revoir. Donc, ça se termine, mais bon, une fois que tu as le pied dedans, après, c'est facile. Une fois que j'avais eu cette première expérience de porte-à-porte, très enrichissante chez Cdiscount, très rapidement, je crois que dès que la mission s'est terminée, 2 semaines après, j'ai commencé un autre taf qui était aussi un CDD, mais voilà, j'ai enchaîné. Okay. Et là, je suis parti dans autre chose
alors c'était pour, si je dis pas de bêtises, c'était pour Findus. Ok. C'était pour Findus, donc en gros j'étais chef de secteur. Mon métier consistait à aller voir les chefs de rayon, à m'assurer que les produits Findus soient bien mis en visibles, valeur bien et mis tout. en valeur, etc. Ok. Proposer des actions commerciales, voilà, mettre des bons de réduction par-ci, par-là, faire rentrer de nouvelles références dans le magasin aussi. Ok. Donc, encore une fois, je revenais à un métier où c'était le contact humain. Voilà, fallait T'étais sur le terrain. être sur le terrain, ouais, ça fallait être sur le terrain. Là, c'était pas du porte-à-porte, j'étais sur les intermarchés. Sur l'Île-de-France, l'Île-de-France était un grand Île-de-France, hein, parce que ma tournée elle commençait en région parisienne et elle se terminait vers Orléans, donc bon, c'était vraiment c'était un grand tour. Donc je partais le lundi et je rentrais soit le samedi, soit le vendredi soir si je n'étais pas trop claqué. Mais voilà, c'était assez sympa parce qu'il fallait voir les responsables de rayon. Eux, ils étaient là que le matin. Généralement, ils étaient là entre 6h et parfois 5h et 11h pour faire leur mise en place, etc. Okay. Donc, il fallait être là tôt. Donc, ça demandait à ce que moi, je me lève hyper tôt si je voulais voir les mecs. Donc, pareil, c'était du terrain. C'était de la négociation en direct. Parce que là, tu négocies directement avec le gars. Et là, l'humain joue énormément. Et c'est là où j'ai appris le fameux 100 casse. Alors, pour les auditeurs, le 100 casse, en fait, c'est une méthodologie qui te permet de déterminer le profil psychologique de ton interlocuteur. Donc, je crois S, sécurité, orgueil, nouveauté. Bon, bref, je me rappelle plus. Ouais. Je suis trop vieux maintenant. Ça fait une matrice. Ouais, j'ai vu ça aussi en école de commerce. T'as dû le voir, Et donc, ça te permet de te dire, OK, le mec avec qui je suis en train de discuter, il est peut-être sensible à de la nouveauté. Il est peut-être sensible à l'argent, au prix. Il est peut-être sensible à ci, à ça, voilà. Donc là, je l'ai bien développé pour le coup sur cette mission-là. Où fallait vite capter en fait l'intérêt du mec, quoi. Et voilà, fallait créer une relation humaine parce qu'à la fin de la journée, et ça c'est peut-être dans tous les métiers, à la fin de la journée, les gens ils achètent une personne. Ils s'en foutaient de Findus, en vrai. Ils s'en foutaient. Et ça c'est important de le rappeler, quoi. C'est à la base, c'est pour ça qu'aussi qu'il n'y a pas de vraie concurrence. Parce que du coup, personne n'est pareil que toi. Et exactement, du coup, c'est ça. C'est la relation que tu vas tisser, toi, avec la personne. C'est exactement ça, ça. C'est que les gens, tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu es un connard, personne ne va te l'acheter. C'est ça, la réalité, elle est là. Tu peux avoir le meilleur prix, si tu es un connard, ça ne va pas marcher. Donc, les gens, ils achètent une personne, ils achètent une personnalité, ils achètent un mec parce qu'ils le trouvent sympa, parce qu'il est marrant, parce que chaque fois qu'il le voit, le mec il vient avec des croissants, encore une fois, du café, etc. En fait, t'as gardé, hein. Bien sûr que je l'ai gardé. Attends, je change pas une équipe qui gagne. Hein. J'avais mes croissants sur moi. Non, j'avais les croissants pour les mecs qui étaient un peu récalcitrants. C'était mon joker. Okay. Mais sinon, on y va, on discute. Faut faire parler le mec, faut qu'il parle de lui. Faut créer un petit lien avec lui. Faut qu'il te trouve sympa. Et généralement, quand il te trouve sympa, là, il a envie de bosser avec toi, il a envie de te donner. Voilà. Tu lui as apporté quelque chose dans sa journée, il s'est marré, il a rigolé, et là, il se dit, allez, vas-y, donne-moi ton truc, allez, je te prends ça. Ouais. Donc voilà, c'était une très bonne expérience aussi. Ok. Ensuite, après ça, là, je reviens dans l'entrepreneuriat. Le retour. Le retour du Jedi. Donc là, je reviens dans l'entrepreneuriat avec deux autres. Je rencontre, j'ai un ami d'enfance et un autre associé qui nous rejoint. On monte une agence, en fait, où on faisait des campagnes d'influence, en fait. Ok. Grosso modo, on allait voir des marques et on leur disait, hey, regardez, à l'époque c'était des blogueuses, c'était pas des influenceurs comme on l'entend aujourd'hui, c'était principalement des blogueuses et des personnes qui savaient faire du contenu, quoi. Qui savaient écrire, des vrais créateurs de contenu qui savaient écrire, qui savaient faire du contenu photo, vidéo, des trucs ultra quali. Donc nous, du coup, c'était un peu le début d'Instagram, ça commençait, etc. Et on s'est dit, il y a un truc à faire là.
je me rappelle, on a eu l'idée au McDo, on était posé au McDo, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est dit, ah, ben, pourquoi pas ça? Allez, go. Et puis voilà, l'idée, elle a commencé comme ça. D'accord, ok. Et on a monté notre petite agence Instagram. Voilà. Ok, ok, On faisait ok. des campagnes d'influence. Donc, je suis revenu dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat avec du coup des cofondateurs. Exactement. Et du coup, tu es resté combien de... Enfin, cette expérience, elle a duré Elle combien a de temps? duré à peu près 2 ans. Ok. À peu près 2 ans, deux belles années, une superbe expérience. Et encore une fois, bah, j'étais le commercial de la boîte, hein, parce que bah, forcément, c'était moi qui avais l'expérience, entre guillemets, commerciale. Donc, je me retrouve à faire le commercial pour la boîte. On a rentré quand même de belles marques, hein, Zadig et Voltaire, Comptoir Des comptoirs, contenus. des Des contenus. contenus, Ouais. c'est compliqué leur nom. Galerie Lafayette, etc. Ouais. Donc, on a rentré pas mal de belles boîtes. Ça a duré 2 ans. Et après ça, on a eu des petits désaccords, on va dire, entre associés. Et puis j'ai décidé de revenir dans le salariat. D'accord, ok. C'est vrai que déjà, entreprendre seul, c'est compliqué. Mais entreprendre à plusieurs et s'accorder, etc., c'est encore une Très compliqué. surcouche ouais, Ouais. assez compliquée. Et du coup, tu as pu réutiliser assez facilement ce que tu avais appris dans des boîtes complètement différentes, du coup. C'est ça, Tu as exactement. pu les réutiliser très facilement dans cette boîte, agence. Exactement, sauf que là, bah, c'était. Là, je pouvais pas démarcher les gens en faisant du porte-à-porte. Oui. Puisque on démarchait des C-level, hein, des responsables marketing, etc. Bon, j'allais pas aller toquer chez Zadig et Voltaire. Bonjour, est-ce qu'elle est là? Bon, non, ça marche pas. Et donc j'ai commencé, curiosité naturelle, j'ai commencé un peu à regarder sur Internet, à fouiller dans des blogs, etc. Des méthodes, des stratégies de prospection. Et je crois aux États-Unis, comme ils ont toujours un peu d'avance sur nous, aux États-Unis, il y avait pas mal d'outils qui commençaient à arriver sur le marché qui permettaient de scraper, de faire du cold email. Donc j'ai commencé en fait à toucher des outils. Ouais. Du coup, de scraper, de récupérer des emails. Exactement, c'est ça. Ouais. À travailler tout ça. Et donc cette expérience, en fait, elle m'a permis d'avoir à côté le digital qui est venu un peu se greffer aux compétences que j'avais déjà en tant que commercial, on va dire terrain. Et là, en fait, j'ai dû trouver d'autres ressources parce que je pouvais pas, comme je te disais, je pouvais pas aller dans la rue et prospecter. Donc, il fallait trouver d'autres ressources. Donc, du coup, j'ai commencé un peu à me former seul, un peu autodidacte et à regarder des vidéos YouTube, lire des articles de blog, etc. Donc, voilà. Ok. Donc du coup, cette aventure entrepreneuriale se termine et là, tu retournes du coup au salariat. Ouais, je repars dans le salariat. Ouais. Ok. T'avais pas forcément, pourquoi tu t'es pas dit, je rebondis sur un autre business, je reste quand même dans l'entrepreneuriat. En fait, j'étais fatigué. J'étais fatigué psychologiquement. J'avais beaucoup donné en fait dans cette boîte. Ça a été 2 ans très intenses, mais vraiment assez intenses, avec des voyages, etc. On faisait des campagnes. Bon, je vais pas me plaindre. Hein, on faisait des campagnes à Coachella, donc il fallait être à Los Angeles. Mais quand même. Sympa. Ouais. Bon, je vais ouvrir une agence dans l'influence. Je sais pas si maintenant ça donnera le même résultat, mais bon, essaie toujours. Hein. Et donc forcément, j'étais fatigué. En fait, j'étais arrivé au bout du truc et j'étais juste usé et j'avais besoin de souffler en fait. J'avais besoin de souffler parce que c'était 2 ans aussi où on s'est pas forcément payé, on s'est pas versé de salaire. Donc forcément, tu es dans une situation où à un moment, tes économies commencent à se réduire. Et puis là, tu as madame qui te dit, bon, c'est sympa ton truc, mais il faut pas que ça nous mette à la rue non plus. Donc voilà, j'étais un peu tiraillé entre ça, entre l'entrepreneuriat, entre la réalité aussi, de se dire, ouais, mais bon, en ce moment, en plus, on se paye pas, etc. Ça me permet pas de vivre comme je voudrais. Donc voilà, pas mal de fatigue. Donc j'arrive au bout de cette expérience vraiment lessivée et je voulais juste être tranquille. Donc je me suis dit, je vais repartir dans le salariat pour être tranquille. Ouais.
me suis dit, voilà, je Pause. retrouvais un pause. Voilà, pause, comme ça, le 30 Mais du mois. t'es vraiment parti sur genre une pause. Tu savais dans ta tête que t'allais revenir à l'entrepreneuriat Ouais, ou... je le savais, Ouais. je savais parce que je le savais. Je savais que c'était une pause qui allait durer un moment et que tôt ou tard, j'allais revenir à l'entrepreneuriat. Ça, je le savais au fond de moi. Je ne savais pas dans quoi exactement. D'accord. Je ne savais pas dans quoi. Je n'avais pas encore bien défini mon projet, mais je savais que tôt ou tard, j'allais y revenir. Mais là, j'avais besoin d'une pause. J'avais besoin de m'arrêter, de me stabiliser un peu financièrement, aussi émotionnellement, parce que 3 gaillards qui montent une boîte et 3 mecs qui ont 3 idées différentes, tous les jours en bataille pour imposer son idée, etc. Ça prend pas mal d'énergie. Donc voilà, j'avais besoin juste de stop, quoi. M'arrêter, tranquille, et puis kiffer la vibe, quoi. Donc avoir un peu le fameux, le 30 du mois, il y a tout, ça tombe automatiquement. Sans stress. Comme à la roulette russe, là. Donc ouais, après ça, je décide de changer, de revenir dans le salariat. Ok. Du coup, je vais dans une boîte, dans une agence web. Ok. Et là, on me confie, donc je suis responsable newbies, donc on me confie justement le newbies de l'agence. Le poste de chasseur. Le poste de chasseur, exactement. Ok. Donc voilà, je reviens à mes premiers amours, on va dire. Ouais. Et je bosse là pendant un petit moment. Je développe quand même pas mal le portefeuille, pas mal la boîte. Je recrute. C'est aussi les premières expériences, on va dire, que j'ai eues vraiment en tant que manager. C'est que j'ai commencé à me constituer mon équipe, à apprendre à manager des gens, à apprendre à coacher des gens, à apprendre à faire évoluer des gens. Donc voilà, pendant un petit moment, voilà, je reste dans cette boîte. Tout va bien, mais rapidement, le syndrome de l'entrepreneur, c'est que le souci, c'est qu'on s'ennuie, en fait, très vite. En fait, je pense que quand on y a touché, c'est très compliqué. C'est mort. Mais après, je trouve ce qui est bien de mettre en valeur par rapport à ton parcours, c'est que c'est pas figé. C'est pas parce que tu as choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat qu'à un moment tu vas pas revenir au salarié. C'est pas parce que tu reviens dans un job salarié que c'est la défaite totale et que en fait tu vas jamais revenir dans l'entrepreneuriat. Bah, à un moment, s'il y a besoin, bah, ça se module. Voilà, on peut switcher de l'un à l'autre et de pas se mettre totalement dans la mouise. Il n'y a pas de honte. Voilà. Il n'y a pas de honte. Il faut être cohérent aussi. Il faut être cohérent. À un moment, si ça ne marche pas, il faut revenir à du salariat. Ça ne marche pas, quoi. On ne va pas se mettre en risque, se retrouver à la rue parce qu'on estime que non, je ne suis pas allé au bout du truc. Non, il faut être raisonnable. Donc, moi, pour le coup, j'ai été raisonnable. Je me suis dit, là, j'arrive pas à me payer. Je suis fatigué, j'ai envie de faire autre chose. Voilà, j'ai envie de voir autre chose. Et je suis parti, tout simplement. Donc, ça m'a permis de recharger les batteries, de souffler. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître professionnellement. Je commençais à me dire, en fait, je suis vraiment doué dans ce truc. Je commence à me dire, ouais, là, je sens que je suis vraiment doué, que je m'en sors bien, que j'arrive à avoir des résultats, que je sens qu'il y a un truc. Voilà. Je sens que j'ai un truc et professionnellement, je commence à m'affiner. Je commence à mieux me connaître, à savoir exactement ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, etc. etc. Donc, une expérience aussi pareille qui dure un moment. Et après, rebelote, le mec qui repart dans l'entrepreneuriat. Donc, tu vois. T'as fait comment? T'as commencé à structurer un peu ton projet pendant que t'étais salarié et après t'as basculé ou t'as switché Non, même, je sais même pas si j'ai vraiment structuré. En fait, quand je bossais dans cette boîte, et c'est peut-être SBDR Team a commencé peut-être à ce moment-là sans que je m'en rende compte, c'est que quand j'ai commencé dans cette boîte, en fait, j'avais des potes qui avaient monté des boîtes. Et qui me demandaient des coups de main sur leur stratégie commerciale, sur de la prospection, etc. Okay. Et donc là, je commençais à le faire à côté de mon taf, à aider des amis sur leur stratégie commerciale, sur leur prospection. Et sauf que je le faisais à côté, c'était sympa. Et puis à un moment, je me suis dit, c'est vraiment sympa, je veux le faire en auto-entrepreneur. Je me suis dit, allez, je vais me lancer. C'est bon, j'ai eu ma dose du salariat, j'ai repris de l'énergie, je pense que je peux repartir. Et donc, je me suis remis en fait en auto-entrepreneur. Okay.
Et en fait, j'ai aidé des mecs, qui lançaient leur boîte comme ça, un peu de gauche à droite. Ok. Donc là, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat seul. Ouais. Et du coup, tu as commencé à développer la boîte que tu nous as présentée au tout début du Exactement, podcast. sans vraiment m'en rendre compte. Hein. J'ai commencé à... En fait, c'était assez intéressant parce que à la fois j'accompagnais des startups, j'étais comme un consultant en fait. À la fois j'avais des boîtes qui me demandaient de venir bosser avec eux, ils me disaient ouais mais nous on veut que tu viennes bosser avec nous pendant 1 mois, pendant 2 mois, donc du coup parfois j'étais 1 mois, 2 mois uniquement chez un client. Mais là encore, j'étais tout seul, je travaillais seul, je faisais mon petit truc, voilà. Tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Sauf qu'à un moment, je crois qu'il n'y avait pas assez de pépettes qui rentraient. Donc du coup, encore une fois, l'argent qui me rattrape. Et je me dis, je dis ouais, ok. Et aussi, j'avais pas la maturité, je savais pas me vendre en fait. Je le faisais vraiment, je te dis les prix, tu vas halluciner, mais je le faisais vraiment naïvement. Voilà, j'aidais des gens et il y en a qui me disaient ah ouais, je peux payer que ça. Bah, je disais ok, mais j'avais pas mis en place toute une réflexion sur le business model, sur le comment business ça va model, être rentable, sur le prix, voilà, est-ce que ça va être rentable, etc. Donc je donnais beaucoup de mon temps pour au final, quand je regarde le temps que je mettais et la rémunération, en fait j'étais à perte. Mais j'étais à perte pas parce que ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas de clients, tout simplement parce que moi j'étais naïf et que j'avais pas bien ficelé mon truc. Donc je fais ça, mais ça me permet déjà d'avoir pas mal de commencer à rencontrer des gens, à connaître des gens, à rencontrer des gens avec qui on va travailler ensemble plus tard, etc. Voilà, on commence à poser les bases. Je me dis ok, faut que je reparte dans le salariat. Et je repars dans le salariat. Donc, j'avais une opportunité. Je me suis dit, ouais, je vais pas passer à côté de ça. Je repars dans... Ah, ok. Je pensais qu'on était arrivé à la fin. Genre non. En fait, du coup, t'as commencé SBDR Team entre 2 salariés, en fait. C'est ça. Quand t'es retourné en salariat, t'as continué quand même. J'ai quand même continué, ouais. D'accord, parce que les mecs que j'accompagnais, du coup, je pouvais pas leur dire bah ciao du jour au lendemain. Mais je suis parti chercher la stabilité T'avais financière. un side project, quoi. Voilà, c'était ça. Ouais, c'était un peu ça. Et du coup, ouais, je suis reparti dans une... Il y avait une belle boîte qui me voulait, qui me disait viens bosser avec nous, etc. C'est une très belle boîte et je pouvais pas dire non. Je me suis dit ouais, non. Je me suis dit je peux pas dire non, ça allait m'aider dans ma carrière, etc. Et puis j'allais apprendre d'autres choses en tant que sales. Donc du coup, je suis reparti dans mon salariat à côté, en gardant SBDR Team à côté, qui n'était même pas SBDR Team, qui était juste Ander, être des potes et des gens. Voilà. Je crois que tu allais me sortir un vrai nom. Non, il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom. Dans les factures, il y avait juste mon prénom et mon nom. Basta. En mode auto-entrepreneur. Voilà, en mode auto-entrepreneur. J'avais pas encore... mais voilà, j'ai commencé une fois que, on va dire, j'ai eu un bon poste qui m'a permis d'avoir des revenus assez confortables. Donc, dans ma tête, j'étais un peu plus apaisé. Et du coup, j'ai commencé à développer encore plus ce fameux side project au final, en prenant une personne, en disant voilà, tu veux pas bosser avec moi en freelance, allez, je te paye tant, tu t'occupes de ça, etc. Donc essayer de greffer des gens autour de moi parce que moi je pouvais pas y être à 100% de mon temps. Donc j'étais obligé de m'entourer de personnes un peu par-ci par-là qui allaient m'aider en fait à maintenir le bateau. Donc je fais une première je suis dans mon salariat, ça se passe bien. À côté, le side project, je suis en train de le monter, de le peaufiner, etc. Je finis le salariat, je me dis là c'est le moment de me lancer vraiment à fond sur SBDR. Je me dis bon allez, là j'ai déjà 3 personnes qui bossent avec moi, etc., qui mettent déjà de l'énergie, il faut que j'y aille à fond. Donc je décide de démissionner de la boîte où j'étais. Je dis bon bah j'arrête, je vais me lancer à fond. Et sauf que là, une autre opportunité arrive. Et une autre opportunité se présente et on me dit ouais, etc., on cherche un directeur commercial pour une agence. Et là je me dis j'ai dit ouais, vous payez combien déjà? Je vois le salaire, je me dis
C'est pas mal. C'est pas mal. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'en discute avec ma femme, je lui dis, bon, je fais quoi? Il y a le bébé là qui est en train de commencer un peu à grossir, et là, on propose ce poste, peut-être que je l'aurai jamais. On propose cette opportunité-là, on vient me chercher, on me propose un très bon salaire. Et c'est le poste, je m'étais dit, je m'étais toujours dit, si je reste salarié, entre guillemets, mon objectif à un moment, c'était de passer Head of Sales, directeur commercial, et ensuite VP Sales, etc. Donc, bon, j'avais un plan A, un plan B. Ouais. Et là, je me dis, bon, je fais comment? Et finalement, on se rend compte que, bon, ma femme, elle me dit, écoute, vas-y quand même. Il y a encore un peu de temps pour ton side project. Donc, j'accepte cette proposition. Je reste dans cette boîte, je bosse avec eux, ça se passe très bien. Sauf qu'à côté, le petit bébé, il grossit. Je crois que c'est dans la période où toi et moi, on s'est rencontrés. Oui, et je t'en parlais, je te disais, en fait, je ne sais pas quoi faire parce qu'en même temps, j'ai mon métier de directeur commercial. En même temps, j'ai la boîte à côté. Et là, j'étais plus auto-entrepreneur. J'avais déposé des statuts, etc. J'avais créé la société. Ouais. Pour être, de toute façon, j'avais atteint mon plafond auto-entrepreneur, donc bon, c'était mort. Et donc, du coup, en échangeant aussi avec toi, avec d'autres personnes, je me dis, allez, là, c'est le moment, il faut y aller, vas-y à fond, quoi. Et donc là, je reviens sur SBDR, et puis voilà. Parce que c'est vrai que quand on est... il y a un moment, parce que moi aussi, j'ai été auto-entrepreneur à un moment en même temps que d'être salarié, mais on est bloqué, en fait, si on veut aller au bout de l'idée, au bout du projet, on est obligé d'être à 100%. C'est ça. Et du coup, t'as fait le choix de l'entrepreneuriat. Exactement. T'as fait le choix d'aller au bout de ce projet-là. Ouais. Et aujourd'hui, là, t'es en train de continuer à le développer. Ah oui, aujourd'hui, je continue. Ça marche, je touche du bois. Ça marche plutôt bien. Je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai bien structuré, en tout cas en termes de modèle business, c'est rentable. Là, c'est rentable pour le coup. Et puis au fur et à mesure, voilà, on pose une brique après l'autre, etc. Et on essaie de faire en sorte que ça tienne, quoi. Que cette fois-ci soit la bonne. J'ai 2 questions en regard de ton parcours. On voit quand même qu'il y a un appel de l'entrepreneuriat très, très, très tôt. Est-ce que du coup, autour de toi, tu connaissais déjà ce modèle? Est-ce que tu avais déjà des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat? Comment t'étais attiré par ce modèle Comment j'ai été attiré? Je peux pas dire, mes parents sont pas des entrepreneurs. Ils aiment pas le risque. Ils font partie de cette génération où va à l'école, trouve-toi un métier et puis fais pas de vagues, tu vois. Fais pas, surtout en France, évite de faire des vagues. Donc ils ont leur parcours qui n'est pas du tout un parcours d'entrepreneur. Moi, je pense que j'ai développé ça très jeune, très tôt, sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que en fait, c'est le résultat de ma jeunesse, de mes expériences en tant qu'enfant, adolescent, etc., qui m'ont mené à ça, en fait. C'est que j'ai toujours eu, en tout cas, j'ai toujours voulu créer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été dans je veux créer un truc, je veux faire ça, je veux créer ceci. Une fois, quand j'étais petit, j'avais fait une crise à mon père parce qu'il ne voulait pas construire un avion avec moi. Bon, j'étais gamin. Aujourd'hui, je comprends pourquoi le mec il s'est dit. Quoi, papa, tu veux pas construire un avion? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est un scandale. Dans ma tête, ça avait l'air simple. T'es enfant, tu te dis, mais c'est simple, hein, on peut construire un avion. Motive-toi, papa. Allons-y. Donc, j'ai fait une crise, je lui ai fait la gueule pendant un moment parce qu'il ne voulait pas le faire. Heureusement, hein, parce que ça aurait mal fini, tout ça. Mais voilà, j'ai toujours eu ça, en fait, en moi. Ce besoin de créer et ce besoin de ne pas être dans une case. En fait, d'exprimer, de m'exprimer, d'exprimer ma créativité, de pouvoir être libre, en fait, de pouvoir être libre. J'ai toujours cherché, voilà, par la créativité, une certaine liberté, de qui je suis, des valeurs que je porte, de comment je vois les choses, etc. Donc, ça a commencé très tôt par vouloir construire un avion.
Après, vouloir construire une voiture. Après, je voulais faire des petits business. Bon, j'étais enfant, quoi. Je revendais des trucs, etc. Des baskets, j'achetais des baskets, je les revendais un peu plus cher. Donc j'étais toujours dans ce type d'initiative. Ok. Et j'aimais pas la normalité. J'aimais pas être entre guillemets dans un endroit et être restreint à une seule chose et ne pas pouvoir faire autre chose et m'exprimer, etc. Donc je pense que j'ai développé ça très jeune, j'ai grandi comme ça. J'ai toujours été entre guillemets dans la débrouillardise entre guillemets, à chercher des solutions. En fait, j'ai toujours cherché des solutions. En fait, voilà, chercher une solution à gauche, à droite, fais ci, fais ça, etc. On te donne pas de stage, tu crées ta boîte. T'arrives pas à faire ça, tu fais ça. Voilà, j'ai toujours été. T'es pas quelqu'un qu'on va coincer en fait, parce que tu t'arrives toujours à trouver le truc qui va t'emmener quelque part, et même si tu prends des chemins détournés, voilà, t'avances. Tu vas pas rester bloqué. Et je pense que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, ça c'est ultra important parce que le nombre de barrières que tu te prends, à un moment, si t'as pas le truc de dire alors non, ça passe pas. Ah du coup je vais tenter. Non, c'est obligé. T'es obligé. Et c'est vrai que quand tu dis le fait de pas être dans des cases, etc., ça me parle tellement parce que justement pour moi l'entrepreneuriat c'est le moyen de façonner sa vie en fait. C'est ça. Parce que du coup, tu vas vraiment créer ton propre... Ça n'existe pas, vas-y, moi je vais faire le truc qui va exister, qui va me permettre de... Voilà. Et du coup, ça vient à ma prochaine question. C'est, du coup, toi, pourquoi du coup tu développes cette société? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux... Enfin, quel objectif tu veux atteindre? Ton objectif, je parle pas que de la boîte, je parle par rapport à ta vie. Du coup, la boîte, elle va te permettre de faire quoi? Qu'est-ce que toi, tu as comme objectif? En fait, mon objectif, c'est déjà que ça marche, qu'elle soit rentable, que ça me permette de vivre, que ça permette à d'autres personnes aussi de travailler avec moi, donc d'en vivre. Ça, c'est déjà le premier objectif. Une fois que j'aurai stabilisé tout ça et que voilà, ça va tourner, etc., je pense que je vais faire autre chose. Je pense que je vais me tourner vers une autre idée, un autre projet. J'ai d'autres projets, mais je ne peux pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Donc, j'ai d'autres projets. Il y a plusieurs choses que je voulais même faire avant SBDR. Mais sauf qu'à un moment, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va me permettre le plus rapidement possible d'avoir une certaine liberté, de très vite pouvoir faire rentrer de l'argent et de ne pas repartir de zéro, en fait. Tu vois, j'avais pas envie de me lancer dans le truc tech, machin, faire des pitchs à gauche, lever des fonds, des machins, chercher des trucs. J'avais pas envie de faire ça. Je me suis dit, je perds du temps, c'est pas pour moi. Et là, je me suis dit, en fait, c'est simple. T'es un chasseur, t'es un commercial. Tu vas faire une boîte qui va chasser pour les autres, tout simplement. Tout simplement, parce que je me suis dit, au final, ce que pour moi semble être quelque chose de normal, de banal, pour beaucoup, non. Pour beaucoup, ont du mal à faire c'est pour ça qu'on me paye, d'ailleurs. Ouais, du coup, il y a ce besoin-là, quoi. Il y a ce besoin-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans la vie d'une boîte, à un moment donné, elle aura besoin de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui vont aller chercher du business à un moment donné. Alors moi, je viens au bon moment. Moi, j'arrive au moment où, généralement, ils n'ont pas assez de ressources, donc il n'y a pas assez de monde pour le faire. Donc généralement, ce sont les fondateurs eux-mêmes qui sont en train de le faire. Et donc forcément, ce n'est pas forcément leur métier et ils ont d'autres choses à faire. Ils n'ont pas le temps. Voilà. Ou soit ils n'ont pas l'expertise. Et moi, je viens juste pile poil à ce moment-là où je dis, écoute, t'as pas les ressources, je suis là. T'as pas l'expertise, je suis là. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi dans un premier temps. Je me suis dit que, je pense même que c'est la décision la plus sage que j'ai prise. C'est de me dire, OK, je veux monter une boîte où je veux dépendre de personne.
C'est-à-dire que tu détiens l'expertise. Je détiens l'expertise de bout en bout et j'ai pas besoin d'une tierce personne, etc. Bien sûr, après, tu as besoin des personnes pour t'aider. D'une équipe, mais voilà, tu maîtrises, vu que tu maîtrises ton sujet. Tu maîtrises ton sujet. Exactement. Et la fameuse proof of concept, j'ai envie de dire, je l'ai déjà plus ou moins faite. Et donc, c'était naturel pour moi entre guillemets, c'était la décision la plus sage de créer SBDR Team. Donc, ça a été, c'est pour cela que j'ai créé cette boîte. Et là, l'objectif, c'est de faire en sorte que ça marche, on passe le fameux cap de, je sais plus, des 3 ans, je sais plus ce que les banquiers racontent. Si au bout de 3 ans, tu es encore là, tant mieux. Sinon, apparemment, c'est quand tu dépasses 3 ans, parce que là, on me l'a dit cette année, ma 3e année était compliquée. On m'a dit, mais bravo. Là, t'es dans la 4e année, tu as passé les 3 ans. T'es encore vivante. On est encore là. Donc apparemment, c'est le cap des 3 ans. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous révéler, donc t'es pas obligé, hein, mais ton grand rêve, quel est-il? Mon grand rêve. Mon grand rêve, c'est, je crois que je te l'avais déjà dit, c'est de rentrer en Afrique et d'entreprendre là-bas. Si possible dans l'aérien, donc de créer une compagnie aérienne. C'est mon grand rêve. Ça, c'est mon grand rêve. J'espère qu'avec... En fait, tu veux dire à ton père, voilà, je l'ai construit là. Voilà, c'est ça. La boucle est bouclée, papa. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais ça, c'est mon grand rêve. Après, je sais pas si j'y arriverai. On verra bien, l'avenir me le dira, mais je vais essayer de faire les choses pas à pas, de ne pas brûler les étapes. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont rentrés, qui se sont brûlés un peu les ailes, ça n'a pas marché. D'autres, ça a marché, d'autres moins bien marché. Donc, je me dis, la France, c'est quand même le pays où j'ai vécu, où je vis. Donc, j'ai pas mal d'attaches. Voilà, je vais pas me barrer comme ça du jour au lendemain. Je partirai quand la boîte quand elle va tourner sans moi. Voilà. Quand ça va tourner sans moi. Tu crées un peu les conditions pour que tu puisses aller sur d'autres projets. Exactement. Exactement. Parce que je me connais très vite, je veux bientôt m'ennuyer. Je vais bientôt. Par exemple, il y a un truc qui m'arrive souvent, c'est que quand je fais la prospection pour ma boîte, je m'ennuie, ça me saoule. Mais quand je le fais pour les autres, ça me fait kiffer. Tu vois, donc, je me dis, bon, je vais faire en sorte que ça marche, que ça tourne bien. Et après, let's go to Africa. Yeah. Je ne sais pas où encore, où est-ce que je jetterai mes valises, mais voilà, ça c'est mon grand rêve, créer une compagnie aérienne en Afrique et puis bosser là-bas. Voilà. Excellent, excellent. On fera un épisode 2, un épisode 3. Il faut qu'on suive pas à pas les étapes. On verra si l'avion a décollé. Oui, non, mais on le fera ça. Peut-être que ça sera dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. On sait pas, si Dieu nous prête vie. Mais en train de construire le truc. Mais c'est quelque chose, voilà. C'est ma passion, l'aviation. C'est ma passion. C'est quelque chose où j'ai vraiment envie d'entreprendre dans ce secteur-là. D'accord, ok. Bon, après, première idée, compagnie aérienne, j'ai envie de dire, c'est pas l'idée la plus simple. Mais bon, il y a d'autres idées, il y a d'autres choses à faire, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et je pense que si je m'en donne les moyens, je peux y arriver. Top. On arrive à la fin du podcast. Et on a déjà Mais dis-moi, tu as encore plein d'autres choses à nous révéler? Non. Faut garder pour l'épisode 2, l'épisode 3, etc. Sinon... et du coup, j'ai une dernière question. C'est vrai que j'ai oublié, ça fait 2 fois quand même que j'oublie de prévenir de cette dernière question signature du podcast avant. Là, il est en train de dire... qu'est-ce qu'elle va me sortir? Non. C'est juste, est-ce que tu as en tête une ressource, que ce soit un livre, un film, quel que soit le format en fait, qui t'a permis de comprendre certaines choses et t'a permis d'évoluer dans l'entrepreneuriat? Si c'est pour conseiller aux gens, tu vois, des ressources qui peuvent... Alors des ressources, je ne vais pas en inventer. Il n'y a pas...
pas de livre ou de film. Moi, ma ressource, c'est la vie. C'est la vie, c'est mon passé, c'est mon présent. C'est la vie. Ma ressource, c'est ça, en fait. C'est toutes les épreuves, toutes les expériences que j'ai eues dans le passé qui me permettent de me construire aujourd'hui et qui me permettent de construire mon avenir. Donc la ressource, c'est d'ouvrir les yeux, d'aller à la rencontre des gens, de parler aux gens, de ne pas avoir peur, de se dévoiler, de ne pas avoir peur de tendre la main, de ne pas avoir peur de se prendre une veste. Voilà. Ma ressource, c'est la vie. C'est tout simplement, il faut vivre. Et quand on vit, on apprend énormément de choses. Pour moi, l'école de la vie, il n'y a rien de mieux. L'école, c'est sympa, ok, tu as ton diplôme, etc. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans la vie? Qu'est-ce qu'on en apprend tous les jours? Et tu continues à apprendre. Et en fait, c'est un apprentissage qui ne finit pas. Parce que même là, tu apprends, tu continues. Tu te dis, ah ouais, tous les jours, il y a un truc qui te surprend. Tu te dis, ah ouais, d'accord. La vie est pleine de rebondissements, de surprises. Et donc non, moi j'ai pas un livre qui m'a inspiré, pas un film qui m'a inspiré. Ce qui m'inspire et ce qui continue à m'inspirer, voilà. C'est ce que tu vis au quotidien. C'est ce que je vis au quotidien, c'est les moments de kiff que tu as envie de garder. Quand tu vis des bons moments, tu as envie de te dire j'ai envie que ces moments-là ils durent et que voilà, faut que ça continue. Et donc forcément tu te dis comment je fais pour que ces moments-là ils durent dans le temps. Donc, c'est les gens que je rencontre qui m'inspirent, des personnes comme toi, comme d'autres à qui je pense, qui ont commencé à entreprendre bien avant moi, qui se sont battus, qui ont réussi. Voilà, c'est tout ça qui m'inspire. C'est le monde réel, moi, qui m'inspire. Okay. Tu as bien compris, j'ai un problème avec le métaverse. J'ai bien compris. Mais voilà, c'est le monde réel qui m'inspire. C'est les gens au quotidien que je croise, que je côtoie. Qui me donnent des conseils, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, voilà, ce sont eux qui font ma richesse, qui font ce que je suis et ce que je serai demain. Donc voilà, ne restez pas seul, allez vers les gens, parlez aux gens, ouvrez-vous, soyez humains, souriez, serrez des mains et tout ira bien. Cette conclusion est parfaite. Ah, merci, je l'ai travaillé. Merci à toi. On sent l'improvisation, mais... Il y a un fond là. C'est maîtrisé. Peut-être entrepreneuriat politique, peut-être je vais essayer. En tout cas, merci beaucoup pour t'être livré merci à toi, au micro du podcast Pourquoi t'as fait ça. Et où on peut te retrouver, où on peut te contacter. Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je ne sais plus d'ailleurs quel est mon LinkedIn, je crois que c'est Ander Orsa. Ander Orsa normalement. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Okay. Vous me retrouvez sur LinkedIn principalement. J'ai un compte Twitter, mais c'est un compte troll, donc je vais pas vous envoyer dessus. Ça serait pas beau. Et puis voilà, j'ai pas de chaîne YouTube, donc je suis que sur LinkedIn. Okay. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et puis n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si je peux vous éclairer sur un sujet, ça serait avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci Jade. À très bientôt. À très vite. Ciao. J'espère que tu as apprécié cette discussion et le franc-parler de notre invité. Ça fait du bien quand on parle des vraies choses, non ? Après avoir écouté ce témoignage, plus d'excuses pour faire preuve d'une persévérance sans faille pour réaliser ton grand rêve. Ou du moins, pour le moment, faire les premiers pas qui t'y emmèneront à coup sûr. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie, ne serait-ce que d'une personne. Belle journée, à très vite.